Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir s'il faut brûler les gilets jaunes. J'ai longtemps hésité à faire ce podcast, j'ai longtemps hésité à mettre ce titre. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de mettre ce titre. Tout simplement parce que tu l'as peut-être remarqué, il y a un titre qui est un peu récurrent dans mes podcasts. Donc il y a du faut-il, il y a du comment et il y a du faut-il brûler. Donc pour l'instant j'en ai déjà fait quelques-uns. J'ai fait faut-il brûler les riches, faut-il brûler le salariat, je crois que j'en ai fait 2 pour l'instant. Et c'est une chronique que je voudrais un peu régulariser. Alors peut-être pas toutes les semaines, parce que c'est des podcasts relativement longs à enregistrer, mais peut-être une fois toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça, où ce sera un sujet de réflexion, voilà, qui commencera par faut-il brûler, je prévois un faut-il brûler les politiques, le capitalisme et tout ça, j'ai pas mal d'idées. Et du coup je me suis dit faut que je parle des gilets jaunes, comment parler des gilets jaunes, et du coup j'ai décidé de faire faut-il brûler les gilets jaunes. Alors je me doute que ça va réagir, hein, c'est un titre comme ça, pareil, ça fait réagir, mais alors je vous rassure, hein, j'ai l'intention de brûler personne, je précise, c'est une métaphore, vous l'aurez compris, mais je le précise quand même. J'ai fait un podcast sur faut-il brûler les riches, et bizarrement je ne pense pas que ce titre-là puisse susciter le même émoi que faut-il brûler les gilets jaunes, alors que pourtant il s'agit d'êtres humains quand même, faudrait pas l'oublier. Alors, dans un premier temps, je vais revenir un peu sur le mouvement des gilets jaunes de façon assez rapide. Je vais te donner mon avis sur le mouvement. Alors, avis qui n'est pas du tout tranché, hein. Enfin, c'est compliqué. On verra pourquoi c'est compliqué. Et ensuite, quelques petites perspectives pour terminer. Mais voilà, encore une fois, je ne veux brûler personne. C'est juste des titres quelque peu métaphoriques. Donc le mouvement des Gilets jaunes, petit rappel, est apparu en France en octobre 2018 et il court encore à l'heure actuelle. On est le 25 mars, le 22 mars, n'importe comment. On est le 22 mars quand j'enregistre, et donc c'est toujours en cours. Donc c'est un mouvement de grande ampleur. Ça a été un mouvement spontané et il trouve son origine dans la diffusion, notamment sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, surtout YouTube et ensuite relayé par Facebook, d'appels à manifester. Et ce qui a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est à la base le rejet de l'augmentation de la taxe intérieure de la consommation sur les produits énergétiques, la TICPE. Je te rassure, je suis en train de lire la fiche Wikipédia, hein, parce que l'essence devait être plus taxée, et là il y a des personnes qui ont fait des vidéos, qui ont dit stop, il y en a marre, on s'en sort plus, renoncer à cette taxation de l'essence, parce que on est pris à la gorge. Alors c'est notamment les gens de la province et en campagne, en périurbain qui ont fait cet appel-là, vu que je pense qu'ils sont plus utilisateurs de voitures que les gens dans les grandes villes. Et ensuite, ça s'est un peu étendu aux classes moyennes, aux classes populaires. Et il y a eu des mesures, enfin des demandes tout du moins, des revendications fiscales et sociales, donc aussi bien
le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne, que le rétablissement de l'ISF, voilà, et notamment beaucoup d'appels à la démission du président Emmanuel Macron. Bon, chose relativement classique, on va dire, dans des mouvements de manifestation. Et à partir du 17 novembre 2018, il y a eu ce fameux blocage de routes et de ronds-points qui a été un peu la marque de fabrique des Gilets jaunes, dans le sens où effectivement ils ont innové, faut le dire, hein. Ils ont ubérisé la manifestation, c'est un peu ça. C'est-à-dire que plutôt que de défiler d'un point A à un point B, on va occuper les ronds-points, jour et nuit s'il le faut, on va filtrer les véhicules, voilà, on va provoquer des petits embouteillages, voire carrément aller sur des sites d'usines pour empêcher les camions de sortir. C'est des choses qui ont déjà été faites avant de mémoire, mais là c'était à un niveau plus organisé, on va dire. Voilà, ça globalement on peut le dire. Et en parallèle a eu lieu et a encore lieu le samedi des manifestations, voilà, là d'un format plus traditionnel, encore que c'était souvent des manifestations non déclarées, donc qui n'avaient pas l'aval de la préfecture de police. Il n'y avait pas beaucoup d'organisations syndicales, c'était pas des manifestations traditionnelles. Là, voilà, c'était juste des citoyens qui défilent en gilets jaunes. À noter que dans certaines manifestations, il y a eu des violences. Alors, il y a eu notamment de la violence policière, il y a eu des mains arrachées à cause des grenades, mais ça j'y reviendrai, des blessés aussi au niveau des yeux. Il y a eu notamment, parce que les Gilets jaunes se veulent un mouvement non politique au sens traditionnel du terme, et du coup ils ont des représentants, mais sans que ce soit trop mis en avant. Enfin, c'est un peu très bizarre. Les représentants des Gilets jaunes, il y en a quelques-uns. Et bon, ils n'ont pas été élus, ils ont été nommés, on ne sait pas trop comment globalement, mais tout du moins, voilà, c'est un peu des porte-paroles. Et du coup, ce qui différait effectivement des mouvements un peu plus traditionnels avec les syndicats, parce que dans ces cas-là, le pouvoir politique a quelqu'un à qui parler. Pareil pour les médias, et au début, ils n'avaient pas ça. Et du coup, ensuite, il y a des représentants qui ont été nommés. Voilà, donc ça, c'est quelque chose aussi qui diffère des mouvements plus traditionnels. Pour le coup, on est sur un nouveau truc, mais qui du coup, je pense, est compliqué à comprendre et compliqué à cerner. Et notamment, c'est le même souci, c'est que tant qu'il n'y a pas de représentants et que personne ne se met d'accord sur les revendications, on a des revendications très, très diverses. Et ça, au début, notamment, ça le montrait bien. Alors après, voilà, j'ai envie de dire, les Gilets jaunes, c'est comme tout mouvement apolitique, il y a des gens de tous les bords politiques, et normalement, ils sont censés cohabiter, se retrouver d'accord sur certaines choses, et c'est toujours difficile, voilà, quand on a des idées de gauche, d'être d'accord avec quelqu'un d'extrême droite et vice versa. Je pense quand même que les clivages politiques sont restés présents dans le mouvement, ce qui explique que c'est toujours compliqué de faire avancer un collectif. Parce que l'idée centrale de ce podcast, en fait, à la base, c'était ça. Je voulais dire, est-ce que c'est mieux de faire avancer l'individu, c'est-à-dire de travailler sur soi, d'évoluer, tout ça, mais d'être dans quelque chose de relativement centré sur soi,
ou est-ce que c'est mieux de se concentrer sur le collectif et de faire évoluer le collectif pour ensuite faire évoluer l'individu? Ou alors est-ce que c'est mieux l'inverse, c'est-à-dire de faire évoluer l'individu pour ensuite faire évoluer le collectif? J'ai pas de réponse à cette chose-là. Je pense que c'est pas des questions faciles. Moi, j'aime bien l'idée quand même que l'individu travaille sur lui-même. Je trouve que c'est jamais perdu. Parce que je trouve la question du collectif beaucoup plus compliquée à gérer. J'ai fait quelques manifestations. Voilà, le collectif, c'est quelque chose de particulier. Il faut trouver une cause commune. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et chez les Gilets jaunes, assez rapidement, ça n'a pas été le cas. On l'a vu avec Ingrid Levavasseur qui a été porte-parole un temps, qui a ensuite voulu se présenter aux européennes, qui finalement, sous les menaces, a refusé parce qu'il y en avait qui l'accusaient d'être une fausse gilet jaune vu qu'elle voulait se présenter aux élections européennes et du coup elle faisait comme ceux qui conspuaient. Donc voilà, et puis on a vu aussi qu'il y avait des revendications diverses et variées qui des fois étaient même antagonistes. Voilà, le collectif c'est vraiment particulier à faire avancer. Encore une fois, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Et de toute façon, j'ai envie de dire, partout il faut des règles et il faut des représentants. On peut pas faire, en vrai, on peut pas faire sans, ou alors ça me paraît compliqué. Parce que même le mouvement des Gilets jaunes, qui justement au début ne voulait pas de représentants, ce que j'avais trouvé moi très intéressant et très novateur, à un moment ou à un autre, on est obligé d'élire des représentants, notamment si on veut aller à l'Élysée pour rencontrer le président, si on veut aller sur les plateaux télé et tout ça. Et du coup, voilà. Donc, je disais, il y a eu des violences dans les manifestations, ouais. Alors, il y a eu des violences policières. Alors, j'ai eu l'impression qu'on a un peu redécouvert les violences policières. Mais en vrai, pour avoir fait quelques manifs, les violences policières, ça date pas des Gilets jaunes. C'était déjà avant, pendant la loi El Khomri, voilà, s'il y en a qui s'en souviennent. Mais là, effectivement, ça a atteint un niveau supérieur, malheureusement, et tout simplement parce que je pense que on avait sûrement des gens pour qui c'était leur première manif et c'est quelque chose qui peut faire peur, les manifestations. Enfin, moi, pour en avoir fait quelques-unes, il y a des fois où j'en menais pas trop large, quand on est face au CRS et tout ça, et on va dire qu'il y a des règles à suivre, comme ne pas courir, ne pas, etc., etc. Et souvent, dans les manifestations donc plus traditionnelles, on va dire, il y a le cortège syndical d'un côté, et de l'autre, il y a ce qu'on appelle le cortège de tête, donc qui est constitué de ceux qui se retrouvent pas dans les syndicats, et bien souvent de quelques black blocs, mais ça, on y reviendra. Et souvent les gens ils sont habitués aux manifestations et du coup ils donnent des conseils, courez pas, n'allez pas là, attention ça va péter, voilà. Et là je sais pas s'il y avait ça, je pense que ça a manqué, notamment quand je vois des gens ramasser des grenades pour ensuite les relancer et que ça éclate dans la main des personnes, malheureusement, enfin c'est atroce, mais voilà, ne ramassez pas les grenades en manifestation. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, enfin c'est tout simple. Mais c'est vrai que quand on sait pas, voilà, on peut être tenté de la prendre et de la relancer, sauf que si ça pète au moment où vous l'avez dans les mains, voilà, ça craint quoi. Donc voilà, donc je pense aussi que c'est un peu l'inconvénient d'un mouvement. Voilà, l'inconvénient du mouvement, c'est peut-être un manque d'habitude. Et puis après, il se peut aussi, moi j'ai pas fait les manifs, donc je sais pas, mais il se peut aussi que les flics aient tout simplement tiré dans le tas, et voilà, a priori ça a l'air d'être ça aussi le cas. Donc voilà.
Alors, faut savoir qu'il y a quand même eu 11 personnes qui ont trouvé la mort accidentellement. Bon, c'est